Saint-Domingue va devenir la première colonie au monde, la plus riche, la plus prospère. Ils vont introduire massivement des centaines de milliers d'esclaves à Saint-Domingue. Et c'est par hasard que la révolution va commencer à Saint-Domingue. C'est là que la première libération des esclaves qui va aboutir à la première abolition de l'esclavage, c'est Saint-Domingue. Entre deux abolitions, l'émancipation des esclaves. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, Edifi Mariani. Au début, ceux qui sont abolitionnistes sont minoritaires. Brissot, le secrétaire général de la Société des Amis des Noirs, apparaît comme un farfelu. Éric Noël. Apparaît comme un dangereux idéologue qui veut, d'un claquement de doigts, faire disparaître l'esclavage, alors qu'il ne voit pas que derrière, c'est tout un pan de l'économie française qui va sombrer, puisque un tiers de la fortune française est, comme on disait à l'époque, coloniale. L'argent venait largement du sucre, du café et du reste. Donc, qu'est-ce que c'est que cette idée fantaisiste ? Le lobby colonial, vous savez, il n'est pas que dans les îles. Et là, c'est révélé à Paris, là, c'est révélé à Versailles, et qui sont là pour asseoir un système et non pas le détruire. René Bellénus. Il faut vraiment qu'on rentre dans la période révolutionnaire. Les années 1787-88, ça commence un petit peu à fourmiller un petit peu de partout. On voit par exemple que la création de la Société des Amis des Noirs, ce sont des gens qui commencent à critiquer le mode de production esclavagiste et le traitement qui est fait aux esclaves. Mais ça reste très limité. Et puis, vous avez des clubs qui vont s'instaurer contre eux. La Société des Amis des Noirs, elle est composée de gens aux idées nouvelles qui peuvent être issus du monde des lettres, du monde des arts. Il y a quelques députés parmi eux. Ce ne sont pas des gens riches, forcément. Et je dis ceci parce que le club qui se crée par réaction et qu'on appelle le club Massiac, du nom de celui qui offre son hôtel particulier pour les réunions de cette assemblée, n'est composé que de colons. Et les colons sont des gens généralement riches et qui, par leur fortune et par la force de leur lobbying, vont contribuer à bloquer toute avancée à l'Assemblée. Bloquer les ports pour empêcher que les lois soient connues de l'autre côté de l'Atlantique, cueillir les libres de couleur qui pourraient rentrer des îles en France en les saisissant dès l'arrivée dans les ports. Ils ont fondé des bébés massiaques, si on peut dire, c'est-à-dire des petits clubs locaux au Havre, à La Rochelle, à Bordeaux, qui exercent un contrôle d'autant plus fort sur les navires à l'arrivée des colonies que les milieux colons sont très liés aux milieux d'armateurs. Donc finalement, ils empêchent très longtemps l'émancipation. Et une certaine déclaration des droits de l'homme d'un 26 août 1789 finit par arriver, contre vents et marées, dans les îles, et l'événement de Paris va déclencher en cascade des demandes d'émancipatrices. Je pense que le ferment d'idées lié à la Révolution française va créer un contexte. Dominique Rogers. N'oublions pas qu'il y a tous ces esclaves qui sont domestiques, tous ces esclaves qui sont en lien avec les villes, les esclaves marins dans les bateaux savent ce qui se passe, ils font passer les nouvelles. Et des campagnes aux villes, il y a des liens, et donc en fait l'information elle passe. Les maîtres parlent devant les esclaves en se disant de toute façon ils sont passifs, ils n'entendent rien, ils ne comprennent rien, mais les esclaves ils entendent liberté, liberté. Et liberté, même si c'est peut-être une idée neuve, ça a un sens. Et donc ils se disent qu'effectivement ils se sentent aussi concernés. Donc, voilà, la révolte de Saint-Domingue, si on est vraiment, à mon avis, si on veut la comprendre dans sa complexité, elle commence en 1788, dès l'annonce des États généraux, la rédaction des cahiers de doléances et l'aspiration de la population domingoise de pouvoir jouer son rôle. Donc, le processus commence très tôt, en fait. Il y a d'abord une révolution blanche, il ne faut pas l'oublier. Les colons ont été les grands oubliés de la convocation des États généraux. Ils veulent exister aussi à l'Assemblée nationale. Ils réclament des députés qu'ils finissent par obtenir dans l'année 89 et début 90. Résultat, puisque les Blancs ont pu obtenir les pleins droits et une représentation, ceux qu'on appelle les libres de couleur, c'est-à-dire la catégorie intermédiaire de gens d'origine de couleur et blanche, métisse, émancipés au sens où ils sont libres de leur personne mais sans possibilité de droit de voter, réclament à leur tour les mêmes droits de vote et de représentation que les Blancs. Reste la masse, la grande majorité de la population, pour ne pas dire les 9/10, qui veut la même chose. On a un déséquilibre de population extrêmement important. On a à peu près un demi-million d'esclaves contre 27-28 000 blancs. On a dans cette population esclave aussi une composante spécifique qui est une composante africaine. Dans les années 1780, on a 20 000 à peu près esclaves africains qui arrivent chaque année, ce qui quand même est énorme. Mais ce qui a fait la différence à Saint-Domingue, c'est que les esclaves qui sont déportés à Saint-Domingue, ce sont des guerriers. Notamment les Congos,
qui ont quand même 30 ans de guerre et qui sont donc organisés, efficaces et qui non seulement eux savent ce qu'est la liberté, mais ils savent aussi ce que c'est que se battre pour la liberté. En 1791, là, en quelques jours, l'ensemble de la partie nord de Saint-Domingue est détruit. Je rayais la carte est peut-être un peu forte, mais systématiquement, tout ce qui est l'appareil sucrier de la partie nord est détruit de manière systématique. Ils tuent les propriétaires terriens, pas tous, il y en a qui réussissent à s'enfuir, mais ce qui est impressionnant, c'est justement ce caractère systématique. En quelques jours, ils vont réussir à tout détruire. Ils marquent un coup d'arrêt de la production sucrière. Et puis au bout de quelques mois, qu'est-ce qu'on fait? On se révolte, d'accord, mais pour obtenir quoi? Et là, il y a un premier moment où il y a les chefs qui vont se dire on fait comme on fait d'habitude, on négocie quelque chose qui nous arrange, et puis tout le monde revient sur les ateliers. Et là, il y a un refus de la base. Ça, c'est une première étape importante. Et donc, parallèlement à ce mouvement qui se poursuit, il y a la réaction à la fois des colons qui se rendent compte qu'ils sont en train de tout perdre et qu'il faut essayer de trouver des solutions alternatives, peut-être s'allier avec les libres de couleur, essayer de reprendre la main. Et puis surtout, il y a les esclaves qui vont se rallier aux Espagnols, les Espagnols qui occupent l'île, les Anglais qui débarquent appelés par les colons de la partie ouest, et il y a la France qui voit que l'île de Saint-Domingue, sa perle des Antilles, va être mangée par ses rivaux européens et qu'il faut faire quelque chose. Un phénomène important dans le calendrier révolutionnaire, c'est l'exécution de Louis XVI. La mort de Louis XVI est capitale parce qu'elle met à dos de la France toute l'Europe couronnée, y compris les Anglais qui avaient plutôt trouvé un certain bonheur à voir la France s'affaiblir pour leur propre réussite, à eux. L'Angleterre va, avec les autres pays voisins, Pays-Bas du Nord, Espagne, etc., prendre la tête d'une coalition. C'est très important, qui va justement menacer l'empire colonial français. La République, puisqu'on est dans une France devenue républicaine, va se retrouver dans la situation de devoir défendre ses colonies. Et c'est ainsi que les esclaves trouvent l'opportunité de rendre un service, celui de sauver les îles à la République, qui en contrepartie va être une exigence de liberté. Les esclaves, pour avoir sauvé Saint-Domingue en particulier de l'invasion anglaise, vont devenir donc des citoyens à part entière. À Saint-Domingue, le processus d'émancipation a poursuivi sa lancée et le gouverneur Lavaux, le dernier gouverneur blanc, a été amené à céder la place à Toussaint Louverture, gouverneur issu de l'esclavage mais libre, qui du coup a pris les pleins pouvoirs pour faire naître un État libre et indépendant. Et la Guadeloupe est dans une situation un petit peu intermédiaire. Si les esclaves de Saint-Domingue ont gagné de haute lutte le droit à la liberté, la situation est bien différente dans les petites Antilles où se trouvent deux autres possessions importantes de la production sucrière française, la Martinique et la Guadeloupe. Les rivaux anglais n'ont pas manqué de faire la publicité des conséquences de l'abolition française sur les bénéfices des propriétaires d'esclaves. Résultat, les planteurs martiniquais accueillent à bras ouverts les Britanniques sur leur île, dans le but de préserver leurs intérêts. Les Anglais vont parvenir à repousser une armée française, composée d'un bon millier de sans-culottes et enrichie de plusieurs centaines d'esclaves désireux de propager l'abolition. Une armée finalement décimée par les Anglais, qui fera que la Martinique sera l'une des rares colonies françaises à ne pas avoir connu l'abolition de 1794. En Guadeloupe, l'île est également aux mains des Anglais. Et c'est par les armes que le droit à la liberté, pourtant acté à Paris, va être définitivement arraché. Février 1994, la Convention abolit l'esclavage. Elle nomme un commissaire qui s'appelle Victor Hugues, qui est un ancien colon de Saint-Domingue, mais la Révolution de 1791, il a tout perdu. C'est un aigri, un revanchard. Il se rapproche de Barra, il se rapproche des gens comme Robespierre pour se faire nommer commissaire en Guadeloupe. Et c'est lui qui est porteur du décret d'abolition. Il va débarquer à Gauthier
Et de Gauzier, il va occuper le fort Fleur d'Épée. Le fort Fleur d'Épée qui est celui qui contrôle l'entrée de Pointe-à-Pitre. Gérard Lafleur. Il fait connaître à ce moment-là aux esclaves de la Grande Terre qu'ils sont libres, qu'il a le décret d'abolition, et il les intègre à l'armée qui vient de métropole. Et ensemble, ils vont réussir à chasser les Anglais et leurs alliés français de Pointe-à-Pitre. Et grâce aux connaissances de ces nouveaux libres, il va pouvoir encercler les Anglais qui sont de l'autre côté de la rivière Salée. Et donc, Anglais et alliés français sont encerclés et Victor Hugues fait savoir au général Graham, le général des Anglais, il leur dit qu'il les laisse partir, mais à condition qu'il leur livre les Français qui sont avec lui. Donc le général Graham, pour sauver ses troupes, il va désarmer les Français, il va les abandonner et ils vont rejoindre l'escadre anglaise qui les attend. Et ainsi, la Guadeloupe maintenant est française et c'est à partir de cette Guadeloupe que vont partir toutes les expéditions en direction des différentes îles pour libérer Saint-Eustache, pour libérer Saint-Martin, pour libérer Sainte-Lucie, et puis également attaquer la Dominique, la Martinique, etc. Et ce Victor Hugues, qui cherche, ni plus ni moins, à refaire sa fortune, mais il va mettre le pays au pas. C'est un dictateur. On l'appelle le Robespierre des Antilles. Il fait venir une guillotine qui passe de commune en commune, il coupe la tête de 3000 personnes en Guadeloupe. Et surtout les Blancs. Surtout les Blancs. Mais pas seulement les Blancs. Tous ceux qui lui résistent. Mais écoutez bien, le 6 juin, il proclame le texte de la Convention, abolition de l'esclavage. Et le 7 juin, il instaure le travail forcé. Moi, j'appelle ça la vraie fausse abolition.